Eh ben, c'est une semaine volatile qui commence sur les marchés financiers avec évidemment, la suite, c'est la conséquence de ce qui s'est passé ce week-end, de ces droits de douane de Trump sur 8 pays européens, dont la France, qui, tant que nous l'empêcherons de mettre la main sur le Groenland, l'or qui est à 4000, qui a touché quasiment les 4700 points, les 4700 dollars, et le CAC 40 en baisse de 1,5% au moment où je vous parle. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Déjà qu'à la base, cette semaine, il y avait Davos, il y a toujours la bataille entre Trump et la Fed avec la Cour suprême qui pourrait se prononcer cette semaine, les publications de résultats, et maintenant on a ça. Voilà, l'or quasiment, on est redescendu un petit peu, quasiment 4700 dollars, et le CAC 40 qui est en baisse. On se dit à chaque fois que les marchés financiers se font et s'adaptent et comprennent qu'avec Trump, ils tapent fort et qu'après ça finit par un accord. Mais ça, fait toujours ça crée toujours de la volatilité. Hein. Une baisse de 1,50, je dirais seulement. Ouais, quand même. Alors qu'on annonce quand même des droits de douane de 25% supplémentaires, donc ça fait quand même une sacrée annonce. D'ailleurs, on voit bien sur le marché, finalement, ce sont les valeurs très US, quelque part. Par exemple, si on prend le CAC 40, qui ont un chiffre d'affaires aux États-Unis qui souffrent le plus. Donc le marché est en train de faire la distinction. À l'inverse, les valeurs beaucoup plus domestiques, protégées par ces droits de douane, elles ne baissent pas ou peu. Donc voilà, le marché effectivement s'inquiète. Alors il doit s'inquiéter aussi parce qu'il y a un agenda hyper chargé quand même cette semaine. Ouais. On est en période de publication. Cette semaine, on a une publication quand même très attendue avec LVMH. Enfin, juste coupe, on va en parler de publication, mais là, il y a la riposte européenne. Ouais. On attend la riposte des Européens, des contre-mesures, nous dit Berlin. Encore une fois, on sent qu'il va y avoir une réponse, quelle qu'elle soit, et que ça va provoquer encore plus de volatilité potentiellement. Oui, certainement. De toute façon, je pense que le marché est prêt à ça, quelque part, parce qu'il est habitué à ce discours depuis maintenant un an, puisque finalement, cette bataille a commencé il y a quasiment un an, jour pour jour. D'ailleurs, c'était à Davos l'année dernière qu'on avait commencé à voir déjà les ambitions de Trump. Donc, quelque part, à chaque fois qu'on a une nouvelle de cette nature... Les marchés américains qui sont fermés aujourd'hui. Oui, qui sont fermés. Donc, à chaque fois qu'on a une nouvelle de cette nature, je dirais que la réaction est souvent inférieure à la réaction précédente. On s'habitue, on voit qu'on s'adapte. Puis après, on se dit effectivement, déjà, il y a des questions sur les droits de douane et la validité juridique des droits de douane aussi, qu'on n'a pas encore déterminé, puisqu'on a la Cour suprême. Qui doit se prononcer. Qui doit se prononcer peut-être demain, après-demain, on ne sait pas. De toute façon, en gros, la deadline, c'est juin, mais sachant que à chaque fois qu'on retarde cette décision, c'est une ardoise supplémentaire potentiellement pour les États-Unis qui augmente. Donc c'est vrai que cette décision va être, à mon avis, beaucoup plus importante que le reste, parce que ça va effectivement bouleverser l'agenda qui a été voulu par Donald Trump et peut-être d'ailleurs, on le voit dans certaines discussions, peut-être réadapter ces droits de douane si jamais la Cour suprême ne... Mais sur ce dossier Groenland, droits de douane sur les pays, sur certains pays européens, est-ce que c'est aujourd'hui où ça bouge sur les marchés et demain ça se calme, ou on est parti pour avoir plusieurs jours et potentiellement... Non, je crois qu'on s'habitue. Vraiment, je pense qu'on va avoir le pic jusqu'à Davos parce qu'on attend quand même énormément de choses du président américain qui vient sur place, avec beaucoup de monde autour de lui. Donc on s'attend quand même à ce que le discours de Donald Trump soit assez virulent. Donc je dirais que cette semaine, c'est une semaine où, voilà, si on est investisseur, je pense qu'il ne faut pas y aller. Il faut prendre un peu de la distance, il faut regarder un peu ce qui se passe, mais éviter de surréagir. Qu'est-ce qu'il peut raconter à Davos, Trump ? Je pense déjà tout ce qu'on connaît déjà, et je pense qu'il va réaffirmer sa volonté, de suprématie quelque part des États-Unis, de réaffirmer sa volonté aussi par rapport à l'OTAN derrière, réaffirmer sa volonté de s'acquérir le Groenland. Donc, finalement, ça va être la zone d'affirmation. Ça ne pose aucun problème aux investisseurs qui, eux, pour le coup, n'ont pas de moralité, entre guillemets, ou de point de vue là-dessus, sur le fait que Donald Trump mette la main sur le Groenland ? Il n'y a que des pingouins. Je veux dire, concrètement, on le sait que l'enjeu numéro un, c'est la défense des États-Unis et le fait qu'effectivement, on est à une journée de bateau des côtes russes, dans le cas d'un dégel de la calotte glaciaire. Donc, c'est une volonté qui s'exprime, mais après, lorsqu'on se projette, c'est peut-être aussi l'ouverture à une possibilité sur la Chine à Taïwan. Pourquoi les Chinois ne feraient pas la même chose avec Taïwan? Donc les gens vont commencer à se projeter aussi derrière sur les conséquences d'une telle intervention et d'une volonté de mettre la main sur le Groenland. Tout ça est tout bénef sur l'or. Encore une fois, on a 4670 au moment où on se parle, quasiment 4690. Bizarrement, le Bitcoin baisse.
en ce temps-là. Donc c'est assez paradoxal puisqu'on cherche toujours des assets un peu décorrélés et là on voit que seul l'or aujourd'hui bénéficie de cet environnement incertain. Ouais. Il y a ce combat de Donald Trump contre la Fed, aussi devant la Cour suprême. Les juges entendront une plainte mercredi déposée par la responsable politique Lisa Cook en réponse à la tentative de Trump de l'écarter du Conseil des gouverneurs de la Fed parce qu'elle ne vote pas dans le bon sens. Oui, d'ailleurs, de toute façon, il faut bien se rendre compte que là, il va se passer énormément de choses puisqu'il y a la succession de Powell également qui s'ouvre. Ouais. Et vous avez vu que depuis quelque temps, il y a un nom qui est en train d'émerger au sein de la Fed, c'est Kevin Warsh. Ouais. Au début, on pensait que ce serait Kevin Hassett, qui est le principal conseiller économique de Trump à la Maison-Blanche. Manifestement, il a dit j'ai envie de garder, je préfère le garder à côté de moi. Donc maintenant, c'est Kevin Warsh. Qui est Kevin Warsh? Alors, Kevin Warsh, c'est assez intéressant parce que c'est un ancien conseiller de la Fed qui était présent. Et lorsqu'on regarde un peu ses historiques de vote, lorsqu'il était à la Fed, donc c'était il y a maintenant quasiment une vingtaine d'années, c'est quelqu'un qui était assez consensuel, faucon, assez consensuel. Donc, il était plutôt contre des quantitative easing un peu... trop fort, il regardait énormément l'inflation. Et ce qui est très important aussi sur ce parcours de cette personne qui est passée par Morgan Stanley, donc très proche des marchés financiers. Il fait quoi aujourd'hui? Il est membre de UPS et il est directeur du UPS. Aucun lien avec le membre de la Fed, rien aujourd'hui. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe des 30, qui est une sorte de club de think tank dans lequel on retrouve Mario Draghi, entre autres, Jean-Claude Trichet et d'autres gouverneurs de banque centrale. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en décembre 2014, il avait rendu un rapport auprès de la Banque d'Angleterre sur les bonnes pratiques et comment réformer la Banque d'Angleterre. Et ces bonnes pratiques, elles sont assez intéressantes parce qu'il disait, pour une banque centrale, il faut être transparent, il faut se tenir compte de l'inflation, il faut réduire quelque part les réunions. Et donc, c'est quelqu'un qui, lorsqu'on voit ses historiques de vote, quand on regarde un peu ce qu'il a préconisé auprès de la Banque d'Angleterre, finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément incompatible avec les marchés financiers. C'est quelqu'un qui a une logique derrière, assez pragmatique par rapport aux questions notamment de politique monétaire, et pas forcément qui est quelqu'un qui est colombe à tout prix et qui irait dans le sillage de Donald Trump à vouloir baisser à tout prix les taux d'intérêt, quel que soit le niveau d'inflation. Donc je trouve que c'est plutôt quelqu'un qui est assez compatible avec les marchés financiers, qui était pro-crypto. Il considère par exemple que les bitcoins est une monnaie de réserve comme une autre, et notamment au même stade que l'or. Ça doit plaire ça à Donald Trump. Voilà, donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui est, je trouve, plutôt posé dans ses décisions passées. Il a toujours été dans le consensus des décisions des gouverneurs de la banque de la Fed lorsqu'il était gouverneur. Il a le bon profil pour Trump? Je le trouve honnêtement moins Trump compatible quelque part parce que c'est quelqu'un qui est plus dans l'orthodoxie de la réserve fédérale. C'est ça qui est assez étonnant parce que je pense que c'est quelqu'un qui très très rapidement peut affirmer son indépendance. Donc, mais là, par exemple, Polymarket le met à 61% ce matin. Donc en termes de probabilité de... Et derrière, il y a qui? A7, qui est encore présent, mais dont la probabilité a considérablement diminué. Je crois qu'il n'est plus qu'à 6%. Dans ce qui pourrait sinon, et on finit là-dessus, engendrer de la volatilité cette semaine et de la tension, les résultats aux États-Unis pour le 4e trimestre qui va s'amplifier. On attend Netflix, on attend Intel. Oui, on a eu déjà les banques la semaine dernière, c'était correct, mais on voit quand même poindre des petites craintes sur 2026. Notamment parce que les taux d'intérêt devraient baisser. Et là, aux États-Unis, donc des titres comme Netflix, Intel, on a aussi en France, je le répète, LVMH, puisque c'est une grosse attente. On voit que le titre baisse beaucoup aujourd'hui à cause de ses droits de douane. Est-ce que oui ou non Quand LVMH cette semaine? C'est jeudi de mémoire. Donc ça vient très rapidement. On a Alstom qui publie juste avant, mais on est dans cette attente de savoir est-ce que le point bas de LVMH était il n'y a pas 2 trimestres et finalement, là, on commence à avoir une légère croissance ou une stagnation aux États-Unis et notamment en Chine, le Japon souffrant toujours. Est-ce que oui ou non, le plus dur n'est pas définitivement derrière nous, comme semblait l'indiquer d'ailleurs Richemont lors de sa publication. Donc, semaine tendue. Semaine très tendue. Honnêtement, investisseurs, prenez un petit peu de distance. Voilà, laissez passer un peu tranquillement Davos et on aura le temps de revenir sur le marché après cette réunion de Davos. Les points de vue signés Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Merci Frédéric et tous mes vœux. Merci.